OK, salut à tous. Je viens tout juste de recevoir Sophie Paradis à l'émission. Sophie est chef du département Québec chez WWF, qui est le Fonds mondial pour la nature. Elle est impliquée depuis des années dans plein de projets pour rendre nos milieux urbains, périurbains plus bleus, plus verts, plus résilients. Ce fut une discussion hyper intéressante et je prends aussi le temps de vous parler de l'entreprise qui se nomme C'est-Beau. C'est des amis à moi qui ont ça. C'est-Beau a pour but, en fait, de démocratiser un peu tout ce qui est savoir-faire québécois. Donc, ils vont en faire avec plein d'artisans d'ici. Ils ont même leur propre marque de vêtements avec du coton bio. C'est génial. Puis, le but ultime étant de pouvoir consommer dans un rayon de moins de 1000 km, ce qui rend l'entreprise verte. Donc, allez voir leur site web, ça vaut vraiment la peine. Et de retour à Sophie Paradis, son parcours, son beau sourire. Bienvenue à Voilà le podcast. C'est drôle parce que quand on s'est parlé au téléphone, il y a 2 semaines, tu avais l'air un peu surprise que je t'invite. Je sais pas si tu te trouves pas inspirante ou si tu réalises pas en fait à quel point ce que tu fais est quand même grand. Euh, Est-ce que des fois tu oublies à quel point tu es impliqué dans des projets qui viennent en aide justement à la protection de l'environnement ou des animaux? Je pense qu'on y pense tout simplement pas. Pas, pas que j'oublie, je sais que mon travail est extrêmement important, qui est difficile, que Ouais. c'est pas toujours aussi simple que ça, mais je veux dire, probablement comme toi, ta carrière, si tu l'as choisie parce que c'était dans ton ADN, tu ne voyais pas faire autre chose. Exact. Donc, c'est un peu la même chose pour moi, là. Cool. Ben écoute, tu sais, le but du podcast, c'est de venir inspirer les gens. Fait que je reçois des invités que je trouve du moins inspirants, que leur parcours est un peu atypique, ou je reçois des organismes qui viennent en aide justement aux gens ou à la nature. Puis dans ton cas, à toi, je fais comme une pierre deux coups parce que tu Merci. travailles pour et tu as travaillé dans plein d'autres organismes qui sont à mes yeux super inspirants. Fait que merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est super apprécié. Je suis très excité de Ah, t'avoir. merci de l'invitation. Vraiment, c'est touchant. Merci. Ça fait plaisir. Donc, un petit résumé brièvement ce que tu as fait. Tu as été chef. euh, En fait, tu es chef présentement chez WWF, qui est le Fonds mondial pour la nature. Tu as été journaliste pigiste au Québec, dans d'autres pays. Tu as été co-directrice chez SNAP, qui est la Société Nature pour le Canada. Tu as cofondé Manche Trottoir. Tu as fait une panoplie de trucs super trippants. Mais pour commencer, parlons de chez WWF. C'est quoi ton rôle là-bas? Puis explique-nous un peu, c'est quoi le rôle aussi de l'organisation à travers le monde. Donc, le Fonds mondial pour la nature, le WWF Canada, qui est le petit panda, là. C'est Ouais, vraiment, bon, c'est comme ça qu'on le reconnaît. C'est l'organisation de conservation et de mobilisation la plus grande au monde. Et il y a des chapitres un peu partout. Donc, Inde, Népal, Afrique, France. Et moi, je travaille pour l'équipe, le chapitre canadien, donc WWF Canada. Notre mission, on est implanté depuis 50 ans au Canada, un peu moins longtemps au Québec. Là, il y a eu plusieurs histoires, mais la mission, c'est vraiment apporter des solutions qui sont basées sur la nature pour vraiment briser cette incompréhension-là entre le conflit ou ne pas opposer la nature et l'humain. Ça vit ensemble, on vit ensemble, on doit vivre en harmonie, se respecter, respecter les espèces, respecter les écosystèmes et se respecter en même temps. Donc, c'est vraiment la grande mission. Ça se fait de plein de façons. Ça se fait avec la protection des océans, ça se fait avec la recherche continue. On a vraiment une équipe de recherche scientifique, des biologistes, OK. des géomaticiens qui travaillent sur des études avec plein de partenaires. Et les partenaires, c'est autant des universités que le milieu privé, parce que c'est aussi des humains, c'est aussi des gens qui ont Oui. contribué dans tout ça. Et au Québec, moi, j'y suis depuis 6 ans. Donc, je travaille on n'avait pas de projet vraiment en environnement. On traduisait. Quand moi je suis arrivée, là, c'était surtout de la traduction des grandes campagnes internationales. Il y a eu du beau Ah, travail. C'est ça. Il y avait eu du beau travail qui s'était fait de 1996 à 2006 avec une équipe qui vraiment était dans les premières à travailler sur la protection du milieu marin au Québec, la foresterie. Et le bureau était fermé. Et moi, quand je suis arrivée en 2015, ben
il n'y avait pas vraiment de mission en environnement. Donc, moi, mon mandat, c'était ça. J'ai une spécialisation, je me suis spécialisée avec les années, avec mon parcours de la SNAP à la ville de Longueuil en tant que, on m'appelait Madame Développement durable quand je travaillais à la ville. C'était très drôle. Puis en plus, je m'appelle Paradis, donc tu sais, là, j'étais presque sainte. Et mais ça a été une de mes plus belles expériences de travail, la ville. Et mon mandat, c'est ça. C'était vraiment d'identifier les enjeux prioritaires au Québec. Donc, le sud du Québec, les milieux urbains et périurbains. C'était vraiment, c'est là qu'on s'est dirigé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben moi, je veux dire, j'habite en milieu urbain, c'est mon terrain de jeu. Les gens prennent encore de plus en plus conscience de l'importance de la nature en ville. Je veux dire, on ne peut pas vivre sans. Donc, de l'importance d'avoir des villes qui sont à échelle humaine, qui sont vertes et bleues. Très important, le bleu. Il y a des belles choses qui peuvent se faire aussi, qu'il ne faut pas oublier Oui. avec les anciens cours d'eau. J'ai écouté une vidéo sur YouTube où ce que tu parles justement, je pense que c'est une conférence pour l'université, où ce que tu parles de la résilience bleue et verte, d'où l'importance d'avoir justement dans nos milieux urbains ou périurbains plus de verdure, plus de cours d'eau. Parlons un peu de qu'est-ce qui peut être fait, disons, à Montréal pour améliorer. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, des belles annonces, surtout sous l'administration Plante. Donc, on a annoncé le Grand Parc de l'Ouest. Donc, c'est quand même 95 hectares, si je me souviens bien. Là, je voudrais pas, là, ma mémoire flanche un peu, mais tout l'Ouest, un grand parc où on va faire soit de l'aménagement responsable, protéger, conserver des milieux à l'état où ils sont, à l'état naturel, ou encore les rendre accessibles. Mais il manque encore, on a encore des milieux, là, justement, il y a plusieurs groupes citoyens qui sortent de ces temps-ci, il y a encore des forêts, des boisés urbains qui se font couper pour le développement. On n'a pas encore ajusté, c'est pas automatique. Quand on fait un développement, quand on redéveloppe le terrain, on doit absolument protéger ce qui nous reste. Il n'y en a plus assez, il n'y en a plus suffisamment. On a 11% du territoire de la ville de Montréal qui est en parc ou en espace vert. Quand on se compare à d'autres, aux meilleurs. Moi, je me compare jamais au pire. Je veux voir c'est qui les meilleurs. Il faut. Ben, c'est ça. Je veux dire, quand on regarde à Oslo, ben, c'est 61% de la ville d'Oslo qui est en Wow. milieu, oui, en parc. Pas des aires protégées, mais vraiment en parc, en espace vert et bleu, qui sont accessibles à la nature, aux citoyens. Donc, quand on regarde ça, on a un grand potentiel. Il y a encore des espaces à protéger, Ouais. mais on a surtout la grande responsabilité de restaurer ce qui existe. Et ça veut dire de demander aux promoteurs, ou quand il y a d'avoir des règles plus précises en aménagement du territoire ou dans le bâtiment. Donc, toit vert pour les bâtiments neufs, faire des corridors pour les espèces. Il y a des bonnes affaires qui se font, mais c'est souvent un peu éparpillé, c'est pas nécessairement connecté. Il y a du travail qui se fait, là. Il y a des bonnes avancées. Donc, il y a ça. Il y a tout le volet bleu, les inondations qui nous touchent dans l'ouest de l'île et qui vont nous toucher encore plus et qui vont... Les gens, ça les angoisse. Moi, j'ai rencontré des gens que leur maison est inondée chaque année. Puis même moi, d'où je viens, Château-Richer, près de Québec, ma maison était inondée, mais c'était la crue du Saint-Laurent. C'était printanière, c'était pas à cause des changements climatiques, c'était pas parce qu'on avait empiété sur le... Ben, oui, en fait, oui, là, il y avait empiété dans le temps sur le territoire, mais cela étant dit, c'est pas comme ce qui se vit là. Donc, on a des gens angoissés, on a des assurances qui, à un moment donné, paieront plus si on se rétablit là. Donc, il y a Mais plein d'enjeux. comment est-ce que la résilience bleue peut venir? Mais premièrement, parlons un peu de qu'est-ce qui est résilience, parce que moi, j'ai écouté Oui. ta conférence au complet, fait que je suis plus au courant. Mais parlons un peu de qu'est-ce qu'est la résilience bleue. Peut-être qu'en ce moment, il y a des gens à la maison qui ne comprennent pas trop de quoi on parle. T'as raison, puis moi j'en parle tous les jours, fait que des fois C'est j'oublie. ça. Ben, la résilience, c'est s'adapter. C'est comme on adapte son alimentation pour être plus en santé, ou en fonction, on est diabétique, ben on mange moins de sucre. Je donne un exemple très très large, mais c'est un Ouais. peu ça. Donc la résilience, ben c'est adapter le territoire. Donc c'est quand on construit une rue, ben on fait des aménagements. On appelle ça des aménagements de gestion des eaux pluviales, par exemple, pour que l'eau, quand il pleut, que ça s'en aille pas sous le viaduc, puis que ça déborde, puis que là, tout le réseau soit
exploser parce qu'il est surchargé, il y a des surverses. Donc, la réserve bleue, ben, on peut faire ça comme ça. On peut avoir des aménagements sur les coins de rue ou quand on fait un parc. Il y a plein sur rue ou en milieu des parcs ou des espaces verts, avoir plus de place à l'eau. Parce que l'eau, il faut qu'elle s'en aille à quelque part. On est une île. 80% des anciens cours d'eau de Montréal ont été soit canalisés ou enfouis. Mais la nature, elle a besoin d'aller, elle a horreur là, de pas trouver son chemin, fait qu'elle s'en va quelque part. Donc, ça, c'est une façon de le voir. C'est vraiment, quand on fait un développement, on s'arrange pour avoir un développement, quand on aménage une rue, vraiment d'intégrer la nature dans cet aménagement-là, parce qu'il va falloir qu'elle soit gérée quelque part. Ah, je comprends. C'est quoi les défis? Tu sais, on parle beaucoup, c'est des choses qui doivent se faire en ville. Forcément, il doit y avoir des permis, des attentes, les délais. C'est quoi le plus gros obstacle, en fait, qu'on a ou que vous avez, en fait? Parce que de mon côté, je peux faire le maximum, mais les plus grosses étapes, c'est de votre côté. Qu'est-ce qui vous bloque le plus d'aller plus rapidement, en fait, dans le système, de faire les choses plus vite? La fausse impression que ça coûte toujours plus cher, le développement Ah ouais. durable. c'est, c'est comme s'entraîner. Tu te remets en forme, mais ça va coûter moins cher au système de santé parce que tu vas Exact. avoir pris soin de ton Mais il faut corps, de payer ta maintenant, c'est santé. ça le problème. Ben voilà, ou tu peux t'acheter des espadrilles puis aller courir dans la rue, mais c'est la même chose avec ça. Ouais. Quand on analysait, là, par exemple, ramener des cours d'eau. Bon, admettons qu'on prend la rivière Saint-Pierre dans le sud-ouest. Ça pourrait, les exemples que l'on a, puis on n'a pas fait toutes les études approfondies, mais ça coûte environ de ce qu'on a vu des autres exemples à l'international, 30 millions de dollars. Tout OK. le monde a peur, 30 millions. Ouais. Ouais, mais 30 millions, c'est rien quand on compare à quand il y a une inondation, les impacts, restaurer le site, envoyer les employés, tu sais, le temps des employés. Donc, ça, c'est une chose. C'est cette fausse impression-là que ça coûte toujours plus cher les bonnes pratiques en développement durable. Puis l'autre enjeu, ben, c'est de bien informer les promoteurs, les fonctionnaires. Moi, je le sais, puis ça fait longtemps que je le sais, mais il faut continuer cette information-là auprès des experts qui prennent des décisions ou qui font des projets. Donc, vraiment les amener à s'asseoir à la table avec nous puis en jaser. Moi, c'est sûr que je voudrais que 50% du sud du Québec soit protégé, mais Oui. je peux mettre de l'eau dans mon vin puis on s'entend ensemble. C'est la même chose. Le troisième, c'est vraiment aussi le volet citoyen. On sent qu'à Montréal, oui, les gens sont de plus en plus informés. Ils en veulent de plus en plus. Les ruelles vertes, les jardins communautaires. Ça pullule, là, il y en a partout. Ça, c'est pour les milieux plus urbains. Mais cette tendance-là doit aussi être dans des régions comme la Gaspésie. Donc, tranquillement, pas vite. Ça s'en vient, mais c'est des obstacles qui sont longs. T'sais, on est dans le changement de comportement et ça, c'est un peu plus long. Ouais, ça se fait pas du jour au lendemain, malheureusement, mais je pense que j'ai quand même foi un peu envers les nouveaux citoyens, envers les gens qui sont plus jeunes. Je pense que les gens se conscientisent de plus en plus. Fait que tant mieux. Mais parlant de ça, à la fin de ta conférence sur la résilience bleue et verte en milieu urbain, il y a une période de questions que j'ai écoutée, puis je chantais un peu de cynisme, un peu pas du défaitisme, mais je chantais que les gens, dans les questions, je chantais un ton où ce que les gens avaient un doute face à est-ce que c'est vraiment possible de le faire? Est-ce que de ton côté, comment tu fais pour toujours rester positive, souriante, optimiste face à la cause? J'achète du bon vin. Oui, ça aide, c'est sûr. Ça peut aider. Ça peut aider. Ben, écoute, il y a des exemples. Ça s'est fait ailleurs. Et de toute façon, on n'aura pas le choix parce que ça va devenir trop dispendieux. Soit vivre en milieu urbain, parce que là, tout le monde, là, on voit aussi qu'avec le COVID, tout le monde veut aller en nature. Donc là, ça va débalancer là, les taxations foncières. Il y a des choses qui vont se passer en termes économiques. Je peux pas. Les gens ont droit à leur sens critique. Puis c'est normal, parce que moi, ce que je leur présente, c'est presque trop beau. Ils ils veulent rêver, mais c'est ce qu'on peut vraiment. Donc, tranquillement, pas vite, un premier projet va amener à démontrer qu'on peut le faire. Dans la région de Québec, là, il y a plein de choses qui se passent par rapport à leur vision bleue aussi. Donc, tranquillement, pas vite, ces exemples-là vont justifier, ils vont prouver que ce qu'on dit, ben, c'est possible, ça se fait.
Puis quand je travaillais à la ville, ben là, en fait, un exemple tout simple. Bon, ben là, la ville de Longueuil est en train de travailler sur des corridors phoniques. Même chose, la ville de Des Montréal, corridors phoniques? Parce ouais, que le son ne sort pas des voitures, par exemple, ou juste non, des corridors phoniques, c'est des corridors pour les animaux, la donc ça se faune. fonde. Ben oui, et non phonique comme le son. Voilà, j'essayais quelque chose. Je me lançais. Il va falloir. Il y en a aussi sur l'île de Montréal, Oui, quelques-uns, mais c'est vraiment pour permettre aux animaux de se déplacer. Parce que là, ils n'ont plus d'habitat. On a installé des maisons. Il faut qu'ils s'en aillent quelque part. Les chevreuils, oui. il faut qu'ils aillent à quelque part. Les Ben ratons oui. laveurs, il faut qu'ils aillent à quelque part. Fait que là, on voit dans certaines municipalités la construction de corridors phoniques ou l'idée d'en faire. Fait que c'est déjà pas trop fait. Et ça, c'est des choses qui vont aider à à concrétiser ça, qui vont le montrer. Puis il y a un gros, rapidement, je vais pas trop parler longtemps, mais Ben non, vas-y, t'es là pour ça, voyons. mais il y a des citoyens qui se mobilisent puis qui font des projets super intéressants. Puis il y a des organisations comme la mienne, tu sais, qui depuis longtemps, puis on travaille, puis on a, tu sais, on a la science, mais il y a beaucoup de groupes citoyens qui émergent actuellement là, que ce soit Laval pour les Trois-Îles, l'île Perrot dont je te parlais tout à l'heure, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les citoyens veulent garder leur milieu naturel ou veulent les protéger. Donc là, ça aussi, c'est un exemple que, ben, on est cynique, mais finalement, s'il y en a un qui le part, je vais le suivre. Ouais, exact. Hier, j'ai reçu Jimmy Vigneux qui a créé la mission 100 tonnes qui est Oui. pour ramasser justement les déchets dans nos cours d'eau. Puis on parlait justement de mobiliser les gens, puis qu'il y avait 11 000 personnes qui l'avaient aidé dans son projet. Puis j'étais comme, tu sais, je pense que c'est ça la solution, c'est que les gens s'impliquent, ils se conscientisent en même temps. Il y a une grosse part d'individus qui doivent faire la part des choses, puis que ça aide beaucoup, tu sais. Tout à fait. Puis ça, c'est le fun. Les exemples de corvée, par exemple, ou Mhm. de nettoyage de berge, c'est simple. Ça démontre à quel point, tu sais, on fait pas, on jette ça à la poubelle puis on oublie. Mais ça, c'est des exemples simples qui fait prendre conscience souvent des gens qui ne l'avaient pas. Ben, Jimmy, t'en as sûrement parlé, mais des gens qui n'en avaient pas tant pris conscience que Oui, ça. exact. Là, ça devient des influenceurs. Fait que c'est pas Ouais. juste nous qui parlons, c'est d'autres influenceurs qui. Si on revient un peu au Fonds mondial pour la nature, en tant que chef, est-ce que tu as des employés? C'est toi qui lead les projets en tant que tel? Moi, je suis responsable de toute la conservation au Québec, puis je suis porte-parole francophone. C'est-à-dire que s'il y a... là, on a subi une nouvelle restructuration. OK. Donc, on essaie la transversalité. Donc, j'ai des gens qui doivent passer par moi, mais j'ai plus d'équipe. J'ai une équipe et j'ai plus d'équipe. Dans le sens où OK. c'est on a tout ce qui se fait au Québec doit passer par moi. Donc, il y a plein de gens qui travaillent sur d'autres recherches océan, mais si ça touche le Québec, je dois approuver, je dois, tu sais, puis j'ai une équipe, j'ai des objectifs, puis ces gens-là doivent me consulter, je dois approuver avant d'aller plus loin. C'est Est-ce comme que ça que ça marche. ça te rend anxieuse? Est-ce que ça te stresse, ce genre de poste-là, ou tu vis très bien avec ça? Non, Non. je, je vis bien, ça va, ça va. Je OK. sais où est-ce qu'on s'en va. J'ai participé à cette planification-là stratégique de WW, fait que ça va. Là, on a choisi les bons enjeux. Puis il y a une belle affaire là, qui s'en vient pour cet été là, chez l'Oblast. Il va y avoir des plantes d'espèces indigènes du sud du Québec qui vont Wow. être vendues dans les l'Oblast. Fait que ça, c'est une autre façon d'aller dire aux gens, ah, mais tiens, l'agastache ou là, j'ai pas de nom d'autres plantes qui me viennent en tête, mais toutes ces plantes-là qui viennent d'ici, ben, on va pouvoir les acheter plus facilement maintenant dans des espaces comme les Loblaws. Wow, c'est bien ça. Cool. Mm. Si on revient un peu sur ton parcours en tant que tel, à la base, tu as fait un bac en journalisme, communication de journalisme. Qu'est-ce qui te pousse vers le journalisme en tant que tel? C'est parce que c'est parce que j'étais pas bonne en physique dans mes séances pures au cégep. OK. Tu vas faire plein d'autres affaires à part le journalisme là, ou la communication. Puis, c'est à cause que je voulais devenir médecin sans frontières. Je voulais être au Oh, wow! front.
Ouais, moi, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Je voulais être médecin sans frontières, je voulais être au front dans les conflits. Et là, OK. quand au cégep Glermont, donc ça allait bien pour la chimie, ça allait bien pour la biologie, puis la physique, je veux dire, mon cerveau, il fonctionne pas pour ça. Il faut pas Oh, désespérer. Puis là, j'ai fait, quelle autre carrière je peux faire qui va m'aider à contribuer aussi, à aider, tu sais. Fait que, ah ouais. un ami à moi, sa mère à travailler à Radio-Canada, puis elle m'a dit, va t'en journaliste. Elle dit, Hmm. t'étais curieuse. Fait que là, j'ai vu Reporters sans frontières. Là, j'ai vu qu'on pouvait faire des reportages intéressants puis informer les gens sur toutes les sortes de cultures ou réalités. Fait que c'est de là que je me suis retrouvée un peu partout à faire des reportages, ouais. T'es peut-être pas médecin aujourd'hui sans frontières, mais ça reste que ce que tu as fait, ce que tu fais encore aujourd'hui, fait une grande différence pareil, là. Faut pas que faut que tu t'en veuilles de pas avoir été bonne en physique, là. Je pense que ça a quand même bien tourné, là, de ton côté. Tu parles de, justement, ailleurs, tu as été dans d'autres pays, tu as fait l'Inde, l'Honduras, la Côte-Nord du Québec, qui n'est pas un autre pays, mais qui est quand même loin de Montréal. Autre réalité, ouais. Qu'est-ce qui te pousse à aller aussi loin, faire du journalisme? C'était pour comprendre, découvrir, OK. sortir, s'obliger à vivre autre chose. Quand j'ai fini mon bac en communication publique à Laval, à l'Université Laval, j'avais la spécialisation journaliste. Je faisais déjà beaucoup de radio communautaire. Puis là, ben, je me suis lancée tout simplement. Puis il y a aussi mon copain de l'époque qui devait faire son service militaire. Il était français, ça aidait un peu. Donc, on a choisi l'Inde. Puis c'est les deux très belles années de ma vie. Donc, il y Wow. avait tellement, c'était pas connu. Je faisais des reportages à Radio-Canada, là, à Macadam Tribu avec Jacques Bertrand. Je sais pas Wow. si c'est, en tout cas, moi, c'était mon idole à l'époque. Donc, j'ai jamais planifié, puis je suis arrivée comme ça par soit l'opportunité qui se présentait, j'y allais. La Côte-Nord, c'est parce qu'il y avait un poste d'offert de direction de l'information là-bas, puis j'y suis allée. Au Honduras, c'était mon stage. J'avais décidé de pas le faire au Québec, à Radio-Canada. J'avais décidé d'aller au Honduras, à Tegucigalpa, apprendre l'espagnol, puis aller... Puis j'ai toujours été chanceuse. J'ai toujours eu des gros... ça aussi, c'est ce qui m'a amené vers l'environnement tranquillement. Mais il y a toujours eu des gros cataclysmes chaque fois que je me présentais quelque part. Donc, en Inde, on a eu le plus gros cyclone des 40 dernières années quand j'étais là. Au Honduras, c'était l'ouragan Mitch. Fait que moi, en plus, j'adorais ça. Je devrais pas le dire, mais Non, comme journaliste, mon Dieu, oui, j'appelais les radios au Québec, qui là, je disais qu'est-ce qu'il y en était, ben, quand ça les intéressait, bien sûr, là, mais évidemment. il y a toujours eu des gros conflits, ou des gros épisodes climatiques quand je Mais voyageais. Il qu'est-ce y a En fait, tu pars de journalisme vers une autre carrière, mais qu'est-ce que tu as appris dans le journalisme? Qu'est-ce qui te sert aujourd'hui encore à travers toutes ces années? des questions très, très simples. Donc, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Les questions les plus simples me servent toujours. C'est ce qui me servait pour faire mes reportages, avoir toujours un minimum de 3 sources. Je suis pas scientifique, je suis pas la formation, je suis pas biologiste, sauf que Mhm. les questions que je pose et mon rôle d'être en plus porte-parole francophone m'aide à prendre les ingrédients les plus importants d'une recherche et de la vulgariser et de la rendre plus digestible, si je peux me permettre, aux gens. Je comprends. Ça m'a appris ça. Puis, peu importe, tu sais, qu'on soit dans des rencontres de travail ou qu'on soit des recherches scientifiques ou peu importe si on arrive dans un nouveau milieu ou une nouvelle rencontre, moi, je reviens toujours à ma base. Qui, pourquoi on fait ça, où, comment, mes 5 W, en fait, du journalisme. OK. C'est vraiment ça. Ça m'a toujours servi, puis vulgariser. Ça sert à rien de compliquer les choses. Le message, il y en a tellement. On va en prendre juste un, puis ça va bien aller. Ben oui. OK. Puis suite à ça, tu vas à la SNAP, Ouais. la Nature par Canada. Euh, qu'est-ce qui te pousse à changer de domaine? Pourquoi tu pars du journalisme vers une organisation? Parce que le journalisme a beaucoup, beaucoup changé, puis être OK. pigiste, c'est extrêmement difficile. Ouais.
Je veux dire, à l'époque, il y a 20 ans, je vendais mes reportages. C'était un exemple, là, un reportage, parce que j'étais en plus spécialisée en radio. Donc, un reportage de 8 minutes dans l'émission, par exemple, Macadam Tribu, je recevais 80 $. Mais ce reportage-là que j'avais fait, notamment un sur les eunuques en Inde, m'avait pris 3 semaines de recherche. Fait qu'il faut que tu vendes beaucoup. Et moi, J'avais aucune idée que est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Est-ce que les gens sont payés par reportage, le journalisme? Les journalistes pigistes, oui, ceux qui sont à la pige, c'est par reportage, par Ah, mot, par article, c'est comme ça, c'est au mot. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Puis aussi, parce que moi, j'étais plus intéressée par... tu sais, j'avais fait mon tour, là. Ouais, Je voulais rentrer à Radio-Canada. J'avais fait la Côte-Nord, que j'avais adoré. Gros enjeux environnementaux là-bas aussi. Ça a été aussi très important dans ma carrière. C'est ça qui m'a amené à Montréal. C'est ça qui m'a amené à l'environnement. La Côte-Nord, des enjeux miniers énormes, beaucoup de mines, beaucoup de travailleurs, beaucoup de non-respect de l'environnement. ouais. Bon, des problèmes avec des barrages sur des rivières. Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris sur des gros dossiers là, d'une région ressource comme la Côte-Nord. Donc, quand je suis arrivée à Montréal, ben, la SNAP cherchait quelqu'un en communication. Fait que j'ai fait une pierre deux coups. J'ai utilisé mon background de communication pour faire des campagnes de sensibilisation à la SNAP. OK. Et après ça, on m'a tout de suite donné des projets de conservation, alors que je veux dire, je suis bien fine puis motivée. Fait que quand t'es fine, t'es motivée, puis tu veux Ça aide. travailler, puis tu y crois, ben ça aide. Ça mène tout le temps partout. Hein. Ah oui. Mais est-ce que, depuis que tu es tout petite, l'environnement te préoccupe? Est-ce que c'est familial? Est-ce que tes parents étaient impliqués? C'est quoi un peu d'où vient la passion, en fait, de venir aider l'environnement? Ouais, c'est drôle, on dirait que des fois, quand on vieillit, on se rend compte de ça. Donc, comme je te disais tantôt, Château-Richer, petit village, quand j'étais là, c'était 2500 habitants. Donc, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, j'ai OK. passé ma vie sur le fleuve Saint-Laurent. Le terrain de mes parents allait jusqu'au fleuve, donc j'étais tout le temps sur la berge, je Wow. ramassais. Ouais, puis je veux dire, j'avais pas beaucoup de voisins avec qui jouer, fait que moi, je jouais avec des grenouilles. Avec la Et nature, hein? avec, et vraiment, tu sais, il y avait encore beaucoup d'égouts à ciel ouvert, tu sais, c'était pas standardisé. Puis là, ben, il y avait beaucoup de déchets. Puis là, je ramassais ça. Puis mes parents sont de familles très d'agriculteurs, de Charlevoix, toujours Ouais. respectés, tu sais, pas dépenser, faire attention à son argent, être durable, réutiliser. Donc, ça faisait vraiment partie de mon éducation, de la sensibilisation que mes parents m'ont fait plus petite. Et, et ça, c'est là aussi qu'on se rend compte que c'est extrêmement important aussi, la sensibilisation auprès des enfants. Ne jamais Ouais. sous-estimer la curiosité, ce qu'on peut faire avec un enfant. Si ça ne l'intéresse pas, il va aller ailleurs, c'est une chose. Là. S'il y a mieux les ordinateurs, c'est bien correct, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire, tu sais, qu'on peut apprendre à un enfant, puis essayer de le guider, en fait, d'en faire un bon citoyen ou un bon employé plus tard. Ah Puis la ouais. nature, c'est une bonne façon d'y arriver. Ah, je pense que l'éducation a une grosse part, en fait, dans la conscientisation parce que, tu sais, si on regarde, mettons, on parle aux gens des fois qu'un 2 degrés de plus sur la planète en genre 100 ans, les gens pensent que c'est rien. Ils se disent, OK, ben là, 24 degrés ou 26, je vois pas de différence, mais ils comprennent pas à quel point ça peut être dramatique Ouais. pour la fonte des glaces, tout ce qui est climat, puis même tout ce qui est sociaux aussi, parce que des fois, les gens oublient que tous les changements climatiques viennent quand même affecter les humains également. Fait que je pense que d'éduquer davantage puis de mettre nos enfants en connaissance de cause peut vraiment venir aider à la situation, tu sais. Ouais, tout à Ouais. fait. Si tu me parles de la ville de Longueuil, de ton rôle en développement durable là-bas, parle-moi un peu de ce qui s'est passé. Je pense que c'est la job où j'ai été la plus game de ma vie. La plus game. Ah, OK, Sophie, on tombe dans quelque chose de le fun. C'est croustillant. Euh, là, je suis rendue tu sais, j'étais co-directrice à la SNAP, puis avec un ami, quelqu'un là-bas, Patrick Nadeau, qui est encore en environnement aujourd'hui, qui est une OK. superbe personne.
Puis il fallait faire toute la planification. Ils cherchaient quelqu'un pour faire toute la planification stratégique de développement durable de la ville. OK. Je lis un peu le plan, je lis la demande d'emploi. Je suis ah oui, je suis capable de faire ça. Voyons donc, c'est de la rédaction, c'est de la consultation, c'est avoir les bonnes, mais c'est quand même, je suis pas urbaniste non plus. Donc, j'ai lu, j'ai appris, je leur ai dit, il n'y a aucun problème, je peux vous faire ça, ça va très bien aller. Je pense que j'ai jamais été aussi assurée dans une... Ah ouais. T'es parti de aussi... la SNAP vers là directement, Oui, quasiment du jour au lendemain. oui, oui. Ben, en donnant sûrement quelques jours de délai là, à la SNAP, là, mais Oui, non, c'est bon, ça. C'est ça, 4 ans, 3 ans la SNAP, puis après ça, le contrat à la ville. Mais j'avais envie, j'ai adoré travailler dans le milieu municipal aussi parce que c'est complètement différent en ouais. environnement. Ou dans n'importe quelle ONG, les gens sont passionnés, les gens sont, tu sais, ils veulent, c'est des gens qui sont aussi très émotifs, tu sais, on veut que ça marche, puis on veut droit des femmes, santé, peu importe, tu sais, Ah ouais. c'est quasiment du missionnariat. Et à la ville, j'arrivais dans un endroit qui était extrêmement organisé, donc avec des experts, mais l'accès à plein d'experts, comment dire, très responsable, très Ah ouais. professionnel. Et là, je sortais de ma gang de gens hyper mobilisés. Donc, ça a été un beau passage. Puis, ça a fini qu'on a fait le plus beau, un des meilleurs plans. Enfin, c'est pas moi qui le dis, là, mais c'est un des meilleurs plans de développement durable au Canada. Ah Parce ouais, qu'il est, wow. ouais, parce il était à la fois réaliste, réalisable, mais ambitieux. Donc, on s'était donné des beaux objectifs. Il est encore, je pense, là, il est juste bon jusqu'en 2035. Mais c'est ça ma question, c'est un plan. Ouais. Maintenant, quand on concrétise le délai, est-ce que les villes arrivent en général à respecter le plan en entier? Il doit y avoir des obstacles, mais en gros. Euh, ben, ça dépend qu'est-ce que veut la ville. Un plan, tu sais, là, ce qu'avait décidé la ville de Longueuil, c'était on va se doter d'une planification de développement durable qui va toucher tous nos grands enjeux, tu sais, que ce soit les ressources humaines, le service policier, l'ingénierie, le service des travaux publics, tout ça. Et tout le monde va participer et dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour réduire les GES, par exemple, en ayant des véhicules électriques, c'est un exemple comme ça. Donc, chaque département contribuait, puis ça a été soumis à la population. OK. Et une fois adopté, ben là, la ville, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois adopté, ben là, la ville a dit c'est notre plan stratégique, tout le monde doit le respecter. Donc, on fait des projets, on doit l'intégrer, on doit respecter ce qu'on s'est dit, on doit tu sais, c'est comme un plan. Je reviens toujours à l'exercice, mais c'est comme, OK, bon, ben, je commence à m'entraîner, j'ai des objectifs. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ces objectifs-là? Bon, ben, je Ouais. m'entraîne 3 heures par semaine, je vais courir en 5 kilomètres d'ici 6 mois. Ben, c'est la même chose. Ouais. Et c'est ça qui était le fun. Fait que c'est la beauté de la chose, puis ben, ça aide à être respecté, puis ça aide au changement. Ça donne un outil aux citoyens puis au groupe. Parce que quand les villes adoptent des planifications comme ça, Ouais. ben, ça dit, hey, vous avez développé, vous avez coupé des arbres dans le boisé, un tel. Ben, c'est contre le plan que vous avez adopté. Donc, ça donne des outils dans les deux Ouais, je comprends. sens. Ouais. Est-ce que des fois, la ville peut avoir un plan en tête que au niveau provincial, ça marche pas? Ou ils ont libre de tout faire? C'est quoi un peu le. Non, tu sais, tout ça, c'est un gros entonnoir. Donc, le Ouais. gouvernement demande, il y a une loi, en fait, la loi sur OK. le développement durable, qui a été adoptée, puis qui a vraiment été par le gouvernement du Québec. Puis ça a été une loi qui a été vraiment reconnue comme assez exceptionnelle à l'échelle internationale. Donc, tu as une loi au gouvernement du Québec. Puis là, ben, tout le monde doit l'intégrer. Les ministères doivent tous avoir intégrer le développement durable selon leur expertise. Puis les municipalités, les villes avaient X temps pour se doter d'un plan de développement durable. Comme ils doivent se doter d'un plan d'aménagement du territoire, un plan d'urbanisme, c'est la même chose. Ils ont des obligations à se doter de planification comme ça. Si on parle d'urbanisme, là, tantôt, tu nommais des villes. Quelle ville, comme Oslo, quelle ville qui est la mieux? Quelle ville tu rêves? Qui était comme si on pouvait avoir ça ici à Montréal, ce serait incroyable. Singapour, y en a-tu Oui, d'autres? oui, Singapour, tu viens de le dire. Singapour, Séoul, les Asiatiques, l'Asie,
parce qu'ils sont obligés, parce que Ouais, la population, la qualité de l'air, la pollution, on fait des pas immenses. Singapour, ils ont ce que j'aime, c'est qu'ils ont aucune limite à l'imagination. Donc, ils font des villes, ils font des tours avec des arbres. ouais. C'est des projets d'architecture hyper inspirants. Coûteux, mais hyper inspirants aussi. Hmm. Puis c'est une culture différente. Hein. C'est même pour la gestion des déchets. Quand on va j'étais à Hong Kong, je veux dire, tout est extrêmement classifié, séparé, Hmm. trié. C'est pas la même culture non plus, mais sinon, je veux dire, tu sais, on est bien ici. Il y a des choses qui se font, il y a des choses à apprendre. On a la richesse de toute l'historique, de toute la culture autochtone des Premières Nations. Tu Oui, sais. Là, on est dans une belle époque qui, en fait, difficile mais belle, que là, on a l'opportunité que tout aille bien. Là. ah, Faisons-le. Puis la jeune génération, je ne sais plus si c'est les X ou les Y ou les Z, on est rendu les plus petits. ouais, Là. peut-être, ouais. Mais ils sont vraiment, vraiment, ils sont chouettes. Ils ont quelque chose de le fun. Tu parlais qu'en Asie, ils sont obligés face à des lois. Est-ce que, tu sais, par exemple, avec la pandémie, on se rend compte qu'on peut mettre des lois en place pour protéger notre système de santé ou les humains hyper rapidement, puis des lois hyper drastiques comme un couvre-feu. Ouais. Au niveau de l'environnement, on pourrait faire des trucs qui sont similaires, où ce qu'on oblige absolument zéro déchet à telle place. On pourrait faire des règlements. Est-ce que ce serait une option qui serait faisable? C'est du courage. Il nous manque beaucoup de courage politique. Ah, c'est ça. Il y a des objectifs là qui ont été atteints justement récemment en termes de territoires protégés par le gouvernement du Québec, mais grâce à une modification, grâce à des petites souplesses qu'ils ont mis dans la catégorie de qu'est-ce qui est une aire protégée, qu'est-ce qu'on peut y faire. Ouais. Il manque de courage et de vision politique. Il y en a à certains endroits, là, on voit de plus en plus tu sais, la mairesse Montréal, même si ça a l'air catastrophique actuellement, il y a quand même une vision derrière. Puis il faut réparer la ville aussi. Les milieux Ouais. urbains au Québec ont manqué beaucoup d'amour, notamment en termes il y a les rues, mais il y a ce qu'il y a sous les rues aussi. Là, Ah, ouais. je veux dire, quand pas un pipeline, mais quand un tuyau pète, je veux dire, il faut le Pour vrai. réparer. Là. Ah, ouais. Donc, Pour vrai. il y a un peu de ça, mais il y a aussi, il faut faire attention, puis il faut toujours se donner, on peut obliger des trucs. Ça, c'est sûr, c'est très faible actuellement ce qui est demandé à certains promoteurs dans certains arrondissements. On pourrait clairement aller plus loin. La compensation là, des milieux humides et naturels, là, Mhm. c'est pas toujours efficace, on s'en rend compte de plus en plus. Mais ceci étant dit, il peut y avoir une période d'adaptation. On peut dire, ben là, vous construisez tous les nouveaux je sais pas, toutes les nouvelles maisons pour personnes âgées, elles doivent être mixtes, elles doivent être mixtes dans le sens où ça peut être des bâtiments où il y a des familles aussi, tu sais, avoir pas juste caser les gens en fonction de ce qu'ils sont ou de leur âge ou de leur fonction. Donc ça, mais il faut laisser une période de temps parce qu'il y a des contrats qui sont donnés, tu sais, des C'est contrats à exact. respecter. Fait que tout se fait pas comme ça. Mais il y a des choses qui pourraient se faire en dedans de 2 ans, par exemple. Puis là, tu informes On, ton monde, puis on s'en vient, puis... c'est ça. On va croire aux jeunes. Y, Z, peu importe, mais on va croire que ça va faire une différence. Jeune, je suis quand même là-dedans aussi, là, fait que j'essaie de faire mon. Mais exemple, là, chez WWF, si des gens veulent s'impliquer, est-ce que vous prenez l'aide de certaines personnes? Oui, Le en projet? fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Le COVID oblige, c'est Ouais, plus tranquille. Mais il y a beaucoup que ce soit pour les nettoyages de berges, en fait, ouais. Jimmy, c'est de nous, en fait, qui s'est inspiré. Le grand OK, cool. nettoyage des berges canadiens qu'on connaît moins au Québec, mais qui existe pareil, existe depuis moins, depuis la fin des années 90, si je me souviens bien. OK, quand Ça même. fait
Oui, mais on le connaît beaucoup plus dans l'ouest du pays. Puis on en fait ici aussi. Longueuil en fait depuis longtemps, mais c'était moins connu. Puis ça l'a inspiré Jimmy à faire Hmm. son propre projet plus québécois. Puis tant mieux, je veux dire, il y avait un besoin. Ben oui. Donc oui, les nettoyages, oui. Les stages, il y a beaucoup d'étudiants. Les conférences, on en fait. Là, c'est un peu plus tranquille pour l'instant à cause du COVID. Mais on fait beaucoup aussi d'analyse de la science citoyenne que l'on appelle. Donc, on a des kits pour faire de l'analyse de l'eau. Donc, on amène les gens et puis ils ont toutes leurs petites trousses. Puis on peut faire de l'analyse de l'eau, Hmm. de rivière. Et ça, c'est fichtrement intéressant. Là. Donc, on voit les coliformes, on voit Hmm. voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais oui, ils peuvent communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir. Puis si moi, je fais rien, puis ils sont intéressés par quelque chose, ben, je les renvoie vers quelqu'un. Il y a tellement d'organisations qui ont Ouais, c'est ça, besoin exact. qu'on partage le renfort humain. Ben, ça, si tout le monde travaille ensemble dans chaque organisation, je pense que c'est la clé, là. Ouais. Si on revient un peu sur ton parcours, parce qu'on a bifurqué vers la nature, tu as cofondé également Manche Trottoir. Oui, quand j'ai décidé de devenir une adulte et de m'acheter un condo, Mhm. Je suis je pas dis encore ça adulte, comme pour te dire, là. Il me manque encore une couple d'années avant d'être adulte, je pense, là. ben, je dis ça comme ça, mais en fait, j'étais bien en retard sur tout le monde. C'est pour ça que quand j'étais un peu plus stable, parce que Voilà, c'est le fun de travailler en environnement dans tous ces milieux-là, mais c'est pas. Enfin, on économise de l'argent avant je comprends. Fait que, je me suis installée dans Villeray. Puis, quand je suis arrivée dans le quartier Villeray à Montréal, 7 ans maintenant, ben, il y avait justement ça. L'arrondissement est en train de refaire des saillies de rue, donc d'élargir des trottoirs. Puis, les gens, ça va vous dire, tes auditeurs, ça va leur dire quelque chose. Tu sais, des fois, on élargit sur les coins de rue les trottoirs, puis on met des fleurs. Ouais, Ou on met des arbustes, ça ne doit pas dépasser telle hauteur pour pas empêcher les automobilistes de voir. Et puis là, il y en avait dans mon quartier. Et puis là, la ville voulait mettre, l'arrondissement plutôt voulait mettre des aménagements paysagers. Puis il y a des horticulteurs du quartier, puis 2, 3 personnes qu'on s'est réunis rapidement pour dire, mais non, pourquoi on a un quartier qui est hyper diversifié, donc indien, beaucoup de communautés indiennes, des citoyens qui viennent de l'Inde, pakistanais, grecs, italiens. On est à côté de la petite Italie. Pourquoi on fait pas un projet d'agriculture sur rue? ouais. Euh, qu'on entretiendra, qui sera ouvert à tous, puis que ce sera une façon aussi de sensibiliser à l'agriculture urbaine, aux espèces indigènes qu'on peut planter ici, les tomates toutes croches ou ancestrales, ou Ouais. les cerises de terre, ou la bourrache. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, on a un peu fait, ça s'appelle du guerrilla gardening. Là. On a un peu sauté sur le coin de la rue pour dire, on va installer quelque chose. Mais c'est Puis après ça, parfait. on est, ouais. Mais en fait, c'est des petits jardins que les gens peuvent aller justement cueillir leurs herbes, leurs légumes, peu importe. Est-ce que c'est possible de faire ça dans tous les quartiers? Si j'approche mon quartier, est-ce que je peux le faire aussi? Ben oui, parce que il faut aller à son arrondissement pour savoir. Puis ça, c'est aussi comme ça que je fonctionne dans mon travail. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les développements? Mhm. Les réfections de rue, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ça peut être une première chose qui se fait. Les ruelles vertes Mhm. peuvent être on a à peu près tous des ruelles. Ça peut être une façon de le faire aussi pour aller verdir, puis mobiliser des voisins. Pour ceux qui ont des enfants à l'école, les cours d'école. Donc, beaucoup de cours d'école sont encore beaucoup asphaltés. Ça peut être des jardins qui peuvent être faits, puis une façon aussi de sensibiliser les enfants à Oui. l'agriculture. Ils savent pas tous d'où vient la tomate qu'ils mangent dans leur spaghetti. Là. Ouais. Donc, c'est des choses comme ça toutes simples, dans notre quartier qu'on peut faire. Là. OK, cool. Suite à ça, tu as, et là j'oublie le nom, la transformerie. Voilà. Là, en ce moment, tu es depuis 6 ans au fond de la nature, mais la transformerie, tu sièges là-bas sur le conseil d'administration. Oui, là, j'ai arrêté mon mandat cet été. Mais la OK. transformerie, là, je suis rendue sur un autre CA, c'est la Green Coalition, la coalition verte. Ça, c'est une OK. autre belle gang. Eux, Fait que, eux, grosso c'est des modo, gens, la la, la, transformerie.
La transformerie, c'est des gens qui veulent éviter le gaspillage alimentaire. Donc, ils vont aller dans des épiceries, chercher tout ce qui est surplus ou tout ce que l'épicerie aurait jeté, en fait, puis ils Ouais, redistribuent dans des organismes qui aident les gens. Puis, ils font des petites genres de tartinades avec les fruits que les gens auraient jetés en général. Mais voilà. quand tu siégeais là-bas, qu'est-ce que signifie siéger? La siégeuse du Oh, conseil d'administration, qu'est-ce que ça fait? ben, la transformerie donc démarrait. Donc on a commencé en 2018. C'était Guillaume Quentin en fait, un chef bien connu qui a participé à l'émission des chefs en fait. Puis Guillaume a toujours eu cette idée-là. Puis on s'est rencontrés au mange-trottoir en fait. Il est venu bénévole. Puis on a continué comme ça. OK. Et ben c'est ça. Donc il y avait le désir de partir sans l'OBNL. Et l'OBNL, c'était ça. C'était vraiment de réduire et d'éliminer le gaspillage dans nos épiceries. Donc, on va chercher, bon, ben, qu'est-ce qu'on retrouve? Des bananes, des pommes. C'est pour ça que il y a plus de produits qu'on retrouve que d'autres ou qui reviennent, qui sont récurrents. De Ouais. sensibiliser les entreprises aussi à tout ça, de leur donner des plans, de travailler avec eux à une politique, de faire plus que juste ramasser, Ouais. mais aussi de sensibiliser à la source. Et les invendus, en fait, servent à faire ces tartinades-là qui sont délicieuses, qui n'ont pas de sucre. Je vous invite à les goûter. La tarte aux pommes, c'est ma préférée, là. OK, c'est noté. Mais voilà. Et ça, ben, on vend ces tartinades-là pour financer, en fait, les activités de sensibilisation, puis de cueillette, puis de bénévolat auprès des C'est épiciers. c'est un fou projet. Fou projet. Tu as fait plein de choses hein, qu'on vient de mentionner, puis souvent que j'en oublie. Puis au téléphone, on s'est parlé, puis tu me disais que tu te levais à 5h30 le matin. Fait une journée typique de Sophie, ça ressemble à quoi? OK. Récemment ou dans ma vie? OK, on va parler de récemment parce Comme que tu je viens veux. de découvrir des choses. OK, mais 5h30, j'y peux rien. C'est dans mon ADN. Toi, t'es-tu un OK. lève-tôt? T'es un couche-tard? En général, lève-tôt. Là, la pandémie va me tasser vers le lève-tard et là, je me sens tout débalancé. On dirait qu'il faut que je me couche quand ça se couche, moi, dans ce coin-là. Puis là, je me couchais à genre minuit, je me levais à 8h le matin. Ça ne fitait pas avec mon corps. Fait que là, depuis que j'ai commencé le podcast, je te dirais, depuis quasiment 3 semaines, j'ai recommencé. C'est 10 heures dodo, 6 heures debout, tout le temps. Ah, bravo, bravo, je suis fière Merci. de toi. C'est ça, je me lève, je regarde les nouvelles, je pars au Canada, puis là, j'ai commencé à regarder les tendances d'investissement. Qu'est-ce qui se passe? J'y connais absolument rien. OK. Mais tout ce qui s'appelle Bitcoins, puis toutes les nouvelles tendances des nouveaux investisseurs pour voir, OK, y a-t-il des gens à sensibiliser? Y a-t-il une prise de conscience en investissement qui est faite aussi par rapport à l'environnement? C'est les Ouais. énergies vertes? Est-ce que c'est je sais pas, les entreprises de commerce au détail plus durables? Tu sais, je veux voir comment ça se passe, ce volet-là aussi. J'y connais pas grand-chose. C'est que ça, c'est ce que je fais ces temps-ci. Après ça, je vais marcher ou courir. Ça dépend comment je me sens, comment j'ai dormi. Et puis après ça, café, travail. OK. OK, cool, parfait. Est-ce que tu lis beaucoup par rapport à l'environnement ou là, des bitcoins là, récemment, mais par, par rapport à plein de choses ou non? Ouais, mais ça aussi, des formations professionnelles. Je veux dire, j'ai toujours lu plein d'affaires. Tu sais, je peux lire un essai philosophique. Là, actuellement, c'est parce que j'ai reçu à Noël, mais là, je lis le livre de Pauline Marois. Mais OK. en même temps, je suis en train de relire un vieux livre de photos, parce que la photo, c'est OK. aussi dans mon ancien entraînement de journalisme, mais c'est des photos au microscope. Puis le livre, il est vieux un peu. C'est plus les belles qualités d'image d'aujourd'hui, mais c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Fait que c'est une photo microscopique d'un pollen, du pollen en fait, puis d'un grain de pollen. Puis là, tu vois comment c'est magnifique, c'est beau, ça donne des curves super intéressants. Fait que ça, je me tape ça ces temps-ci. Mais ouais, je lis pour le travail, c'est une des formes, puis pour la vie, là, pour en connaître plus. Là. Mais Ouais. ça, t'as fait tellement de choses. On s'entend que t'as pas juste travaillé 35 heures semaine dans ta vie. Là. Souvent, tu as fait des heures comme incroyables à travers les semaines. Est-ce que tu as fait des sacrifices pour faire tout ce que tu as réalisé? Non.
Ben, y a-t-il encore des gens qui travaillent, je sais pas, moi, tout le monde me Ah dit oui! qu'ils sont débordés. Il y a Non, des non, non, gens. il y en a 35 heures semaine. Il y en a plein qui font 35 heures semaine. Ah, ben, Il y en a en moins. fait, OK. Je devrais m'inspirer. Tu vois, je devrais m'inspirer de ces gens-là parce qu'il faut à un moment donné trouver une balance, Non, un équilibre. ça, c'est sûr. Mais non, ben, écoute, on devient de plus en plus efficace aussi. Ah oui. Tu sais, l'expérience rentre. Puis, tu sais, moi, je suis très bonne en démarrage de projet, puis en développement, puis en saisir les opportunités, puis tu sais, à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ça peut toucher l'art, ça peut toucher l'écologie. Tu sais, je veux dire, tout ça c'est un écosystème en soi. Fait que, ouais, comme tout le monde, je travaille fort, puis je suis passionnée, puis j'aime ça, puis on en parle tout le temps. Puis... Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Est-ce que tu rêves, tu as d'autres ambitions que tu n'as pas encore accomplies, d'autres trucs que tu voudrais faire? Ah, j'aimerais courir un marathon. OK, là, je peux t'aider là-dedans. Je peux t'aider Merci. là-dedans. Je peux aller nettoyer les berges, tu viens m'aider au gym, puis on fait ça à deux, là. OK, parfait. OK, ben d'accord, parce que ben, oui, en fait, parce que moi, je suis maintenant en natation. Donc, OK. c'est quoi? C'est ben, c'est un triathlon où on peut faire Triathlon, ça à c'est tout, en trois? fait. Ouais, c'est la nage, le vélo, puis la course. C'est ça, on peut pas faire ça en équipe? J'aimerais ça, moi, faire En ça. fait, ça existe. J'ai fait un triathlon d'équipe, mais là, faudrait être trois, en fait. Parce qu'il y a une personne qui fait chaque. Le vélo. Fait que moi, je peux faire le vélo. La nage, ça y va pas pantoute de mon côté. Je Là, m'en occupe, je m'en occupe. quelqu'un qui fait de la course parce qu'il faut être trois, en fait. Mais sinon, tu peux faire Là, peut-être 3 ans, j'ai une cliente qui me dit Mike, viens t'inscrire, on fait un bébé triathlon. Puis il y a un nom pour ça, là, je pense que c'est un. Merde, j'oublie le nom. Mais reste que c'est même pas un demi, c'est plus petit qu'un demi-triathlon. Puis j'avais jamais nagé, ou du moins pas d'une façon à vouloir aller vite, là. Je pensais que je Mm. nageais bien, puis j'ai réalisé que finalement, là, ça y allait pas. Là, 25 mètres dans la piscine, puis je calais. Fait que ça pour dire que finalement, j'ai fait le bébé triathlon. C'est très court des distances. C'est du 350 mètres de nage, je pense que c'est du 10 km de vélo, puis du 2,5 km de course. Fait que tu pourrais faire ça demain matin si tu voulais, là. OK, bon, ben, tu vois, tu viens de me confirmer que je vais C'est faire sûr que tu ça. peux. J'ai fini quatrième, puis j'ai jamais vraiment fait de nage ni de vélo. Fait que on a eu un mois à se préparer. Fait que tu peux arriver, selon moi, troisième, deuxième facilement, là. Ah, OK, parfait. OK. Bon, ben je vais essayer ça. OK. Puis l'autre, ben, j'en ai deux autres, en fait. C'est sûr que les rivières, ramener les rivières dans un milieu urbain, redonner accès à l'eau, tu sais, tout ce développement-là, là, mon projet Bleu Montréal, j'aimerais bien ça que ça sorte de terre, là. Puis l'autre, ben, c'est apprendre la poterie. OK. On est ailleurs, mais il en faut des petits projets personnels comme ça quand t'es occupé comme ça. Fait que la poterie. Ça, là-dessus, je peux pas t'aider, par contre. Là, je vais être franc là-dessus. Je suis d'aucune aide. On va. C'est juste parce que j'ai besoin d'un set de vaisselle, puis c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de faire quelque chose d'intéressant. C'est plus écologique de faire la poterie soi-même, probablement. Pas de transport, pas de rien. Ouais, je pense que oui, il faut trouver l'argile où c'est qu'elle vient aussi, mais on a pas mal de bonnes sources d'argile au Québec, mais oui, je pense que, ben, je sais pas. Bonne question. Je vais vérifier mon empreinte écologique avec moi. OK. Qu'est-ce qui est le mieux? On s'en parlera. À chaque fin d'émission, je pose 5 questions, justement, à mes invités, qui sont tous pareils, les questions. Fait qu'on va y aller avec la première. Quand tu te sens anxieuse, stressée, tantôt tu me disais que tu n'étais pas souvent stressée, mais check, ça doit arriver par moment. Qu'est-ce que tu fais pour redevenir un peu calme puis rester focus? Quand je pouvais, c'était la natation. C'est vraiment la seule chose là, qui est immergente. Sinon, je sors dehors. C'est sûr qu'il faut qu'on aille dehors, marcher, peu importe milieu urbain ou en nature, plus loin quand on a la possibilité de le faire. C'est OK. vraiment ça qui m'aide à déconnecter, là, qui est OK. vraiment La intéressant. nature, c'est toujours un déstressant. C'est C'est fou, fou, fou. ça. Ouais. J'invente rien. Je suis super normale là-dessus. Deuxième question, si tu avais un podcast comme le mien qui se voulait un peu inspirant, qui serait ton invité? Oh, juste un. Oh. Ah ben attends, Ah, non, ça peut être plus qu'un, là. Si tu es préparé à répondre avec plusieurs, balance-moi plusieurs, là. OK. Juste parce que, OK, bon.
toujours vivant, puis qui est un trésor national, Serge Bouchard, notre anthropologue et OK. savant des Premières Nations, qui a des émissions justement à Radio-Canada, des podcasts et tout ça. OK. Écrivain, anthropologue, il est magnifique. Je vais le noter. Je vais l'inviter au Serge podcast. c'est un grand monsieur. Mais là, potentiel, ben, c'est sûr que la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Ouais. Jacinda Ardern, je veux dire, Jacinda Ardern, elle a fait, quand on parle de courage politique, de vision, mais aussi de bonté, de douceur. On dirait que la Mmh. bonté et la douceur, c'est plus des valeurs qui sont très promues ou, enfin, Ouais. moi, je trouve que c'est toujours beau d'être bon et d'être doux. Ben oui. Donc, elle, euh, pour son parcours. Je pense que ce serait ça. Ben, il y a aussi Pierre Oudolphe, qui est un architecte, pas un architecte, mais un horticulteur, aménagiste, pépirenniste, qui est néerlandais. Puis lui, il fait des aménagements paysagers avec des plantes. Il a fait le High Line à New York. Là, il a tout fait les Mmh. plantations. Et c'est des œuvres d'art, ce qu'il fait dans ses plans, là, dans ses concepts. Fait Ouais. que juste l'écouter parler de plantes, je trouve ça relaxant. Je l'inviterais, je trouve ça inspirant. OK, OK, cool. Si tu peux... Non, c'est pas vrai, c'est pas cette question-là. Je suis rendu à la question 3 qui est quel livre ou quel film que tu peux lire ou écouter sans cesse? Euh, le livre de celle qui plantait des arbres, en fait, la vie de Wangari Maathai, qui est OK. une Africaine, une Kenyane, une femme politique, écologiste. Elle est décédée en 2011, mais elle a gagné le prix Nobel. Et ça, c'est un de mes premiers livres que j'ai lu vraiment sur le militantisme écologique, mais tu sais, d'une femme. Donc, on parle d'écoféminisme. Mhm. Africaine au Kenya avec corruption. C'est elle qui a en fait lancé tout le mouvement de la ceinture verte. Il y a une grande ceinture verte. C'est la plantation d'arbres en Afrique. Là, c'est une grande ceinture qu'il y a plein de pays qui ont enfin pour reboiser, pour éviter l'érosion, pour Ah donner ouais. du travail aux femmes là-bas. Donc, Wangari Maathai, je l'ai toujours dit, Wangari, c'est peut-être Wangari, en tout cas c'est W, mais ça, je peux relire ça euh, tout le temps. Puis Astérix et Obélix, là, je peux même taper. Un style différent. Ben, je vais noter l'autre parce que je suis en cours de livre. Je finis un livre aujourd'hui, puis je pense que je voulais me cultiver à travers un livre, m'inspirer aussi. Fait que je pense que ça va être un bon choix. OK, oui, 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 oui. Il y en a plein d'autres. Ben, je veux dire, Thoreau, tout ce qu'a écrit Thoreau, Henri-David Thoreau, là, voyons, le titre m'échappe, mais c'est un Américain qui a vraiment, agronome, qui a vraiment sensibilisé un des premiers écologistes, en fait, de l'histoire américaine, si on parle du fin 19e, donc, on était dans le balbutiement de la protection de la forêt. Je ne sais pas ce que c'était aujourd'hui, Ah ouais. mais je pourrais t'envoyer les coordonnées. Taureau, le T-H-O-R-E-A-U. Là, Je vais sûrement réécouter le podcast qu'on a fait, fait que forcément, je vais pouvoir le noter sur un bout de papier. Merci de vouloir me partager tes Puis découvertes. ça se lit bien, c'est pas lourd, ça se lit bien, tu sais. Des OK. fois, il y a des livres en écologie, là, l'éco-philosophie. Il y a des affaires qui sont lourdes parfois, Ah là, ouais. très politiques. Mais ça c'est son vécu, c'est ses notes, comment il parlait avec les agriculteurs, comment, tu sais, c'est super intéressant. OK, cool. Ouais. C'est noté ça aussi. Quatrième question, on parle de bonheur. Et si tu pouvais peindre ce que signifie pour toi le bonheur, qu'est-ce qu'il y aurait sur ta toile? Probablement, c'est sûr que ce serait de l'eau, donc un OK. océan, un peu comme William Turner, qui est un peintre anglais. D'ailleurs, il devait faire, à cause du COVID, on ne pourra pas le voir, mais au musée du Québec, Oui. ses toiles étaient exposées là. Mais tu sais, souvent des océans très chaotiques, très turbulents, OK. mais avec une lumière dans le fond. Je pense que ça ressemblerait Ah, à ça. OK, c'est beau, bien dit. Et dernière question, si tu avais 60 secondes pour parler à la planète entière, les radios, les télés, tout le monde écoute Sophie Paradis, qu'est-ce que tu dis? Aucun stress, hein, vas-y, relax. Ah, soyez bons, soyez respectueux, puis soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est Gandhi qui le dit, mais
être bon, respectueux, puis être le changement, être nous-mêmes un petit moteur de changement. C'est comme ça que les choses peuvent arriver. Puis c'est pas obligé de changer le monde. Son coin de rue, ça peut être suffisant. Ben, si tout le monde change son coin de rue, forcément, on finit par changer le monde entier, tu sais. Voilà. Sophie, ce fut un grand plaisir. Tu es super inspirante. Ton parcours, je pourrais lire pendant des jours parce que c'est le genre de personne que je veux côtoyer. C'est le genre de personne qui Merci. donne envie de m'impliquer. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se parle bientôt. Puis triathlon. Ouais, dans les Oui. pour ça. Bébé triathlon, on se fait ça. Prépare ton BC que je prépare mon casque. Moi, je suis déjà prêt, t'as pas de stress. Merci, Sophie. Merci beaucoup à Bonne journée. toi. Bye bye.